La Pyramenta est vraiment une course très technique, avec beaucoup de dénivelé finalement pour peu de kilomètres. Donc c'est réputé, elle est réputée pour être technique et assez cassante. Donc ça me convient bien. Enfin, j'aime bien aussi les courses un peu moins cassantes, mais disons que pour varier un peu les plaisirs, j'aime beaucoup aussi ce type de course-là. Après, il y a des passages aussi de Via Ferrata et c'était quelque chose que j'avais pas forcément fait déjà sur une course, et j'avais déjà fait des Via Ferrata, j'aime beaucoup ça, donc pouvoir allier les deux, c'était parfait. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marilyn Nakache. Ultra-traileuse française au palmarès impressionnant, Marilyn va partager avec nous aujourd'hui sa participation en 2021 à la version estivale de la mythique Pyramenta, sa première course à étapes, qui a également la particularité de se courir par équipe de 2. Marilyn va également revenir plus globalement dans cet épisode sur les courses qui ont marqué son parcours, le nouveau mode de vie qu'elle a décidé d'embrasser récemment en faisant le choix d'une vie nomade dans son van, et également d'une réorientation professionnelle après plusieurs années consacrées à travailler dans le domaine des satellites au sein de l'entreprise Thales. Telle est Marilyn, à la fois les pieds bien ancrés sur les sentiers et la tête dans les étoiles. Vous l'entendrez, Marilyn fait preuve d'une grande humilité et d'une simplicité à la hauteur de son talent. J'ai passé un moment très agréable en sa compagnie, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Marilyn va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Pierra de taille. Salut Marilyn, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? Salut Guillaume, écoute, je suis ravie d'être là et ça va très bien. Eh bien, ça fait plaisir à entendre. Marilyn, on est aujourd'hui le 12 mai et il y a 2 semaines tout juste, tu donnais le dernier coup de talon de ton marathon des sables sur l'étape marathon qui était synonyme de brillante victoire pour toi. Cette victoire, elle a donné lieu à une petite fête surprise dans ton club il y a 2 jours, si j'ai bien suivi. Ils t'ont eu par surprise. As-ce que tu as souffert du manque d'hydratation aussi pendant cette soirée ou ça a été plus confortable ? C'était difficile, ouais, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude, donc tu as été obligé de boire des boissons fraîches. Bière fraîche, c'était compliqué là. Ça m'a manqué l'eau chaude. T'as du mérite. Ils m'ont organisé une petite fête surprise, je m'y attendais pas du tout et c'était vraiment adorable de leur part et c'est trop génial. C'est l'occasion de citer ton club, Marilyn. C'est Courir en Pays de Grâce, donc je suis fière de faire partie. Merci à eux, bravo à eux. Marilyn, est-ce que cette soirée, elle t'a fait oublier tes douleurs aux pieds, puisqu'on a pu voir des vidéos très spectaculaires et nous on a échangé entre-temps, mais il te reste moins d'ongles que de doigts de pied, de ce que j'ai compris, beaucoup moins même. Alors je souffre plus, j'ai plus du tout mal, mais il me reste depuis ce matin 2 ongles sur les 5 doigts. Ils tombent tous au fur et à mesure, mais j'ai plus mal, les pieds sont dégonflés, donc bon, c'est pas grave. Tu t'es fait un peu peur avec ça, avec tes pieds à la fin de la course ? Oui, passé la ligne d'arrivée du 45, j'ai presque hurlé tellement j'avais mal aux pieds. Bon, j'exagère un petit peu, mais non, j'avais très très mal, très très mal. Ce marathon des sables, il a été sacrément épique pour toi, évidemment. Est-ce que tu as été surprise de ta victoire parce que c'était pas du tout l'objectif annoncé? En tout cas, toi, tu étais vraiment dans une quête plutôt de plaisir et de vivre cette aventure humaine et sportive. T'es étonnée du résultat? Oui, plutôt. J'ai toujours du mal à m'imaginer que j'ai gagné, en fait. C'est un peu abstrait. Je te pince à distance pour que tu réalises que tu ne rêves pas. Regarde, hop, je te pince. Non, je suis super ravie, mais voilà, après, non, je m'y attendais pas vraiment. Pour parler donc un petit peu du marathon des sables avant de rentrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, ta plus grande crainte avant la course, c'était de mourir de faim. Visiblement, ça ne s'est pas réalisé. Est-ce que tu as beaucoup souffert? Est-ce que c'est la chose dont tu as le plus souffert? Non, pas du tout. C'est finalement la nourriture. Bon, on avait tellement chaud qu'on avait moins faim que je pensais avoir. C'est surtout la chaleur qui m'a plombée et c'est la plus grosse difficulté de la course pour moi. C'est ce qui t'a le plus surpris? S'il y avait des choses dans toute cette expérience, les courses à étapes, on va en discuter aujourd'hui. Tu en as fait une à l'occasion de cette Pyramenta. Tu avais déjà couru au Maroc dans le cadre de l'UTAT que tu as gagné déjà 2 reprises. C'est quoi la plus grande surprise pour toi, la plus grande découverte de ce marathon des sables, à la fois dans les choses positives ou peut-être un peu surprenantes ou moins positives de l'expérience?
Il y a beaucoup de choses finalement, mais non, ce que j'en retiens le plus positif, c'est vraiment l'ambiance et la solidarité qu'il y a entre les coureurs et la bienveillance. C'est quelque chose que non, j'avais jamais vraiment vécu avant, même sur les autres courses à étapes que j'ai faites. Peut-être à cause de la difficulté aussi finalement, puisque tout le monde est dans le même bateau et s'entraide et voilà, je pense que ça joue beaucoup sur ce côté-là. Il est un peu à sec le bateau quand même dans lequel on est. Hein. Un peu beaucoup, oui. Après, c'est sûr que je m'imaginais pas que ça serait aussi difficile, en fait. Je sais pas pourquoi. On m'avait prévenu. Mais pour moi, c'était, ouais, une course peut-être, bon, peut-être pas comme une autre, mais je m'imaginais pas ça. L'édition a été assez particulière aussi, il faut le dire. Il paraît, ouais, que c'était la seconde édition la plus dure qu'ils aient eue sur les 37 éditions. Tu avais un objectif secondaire au-delà du plaisir qui était la déconnexion, vraiment couper tout, de la connexion au monde extérieur. Est-ce que tu as réussi à atteindre aussi cet objectif-là? Oui, oui, ça complètement. Donc, j'avais pris le choix de couper tous les réseaux, de pas prendre de téléphone avec moi. C'était pour vraiment me concentrer à 100% sur la course et pas être perturbée ou être tentée de communiquer à l'extérieur. Ça veut dire combien de messages quand tu rallumes ton téléphone? Surtout Ouais, après la beaucoup victoire. trop. Je suis même pas sûre de les avoir tous lus. J'ai essayé. Bon, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages. C'est une bonne nouvelle. Marilyn, juste pour conclure cette petite page Marathon des Sables, je voulais quand même signaler que avant la course, tu avais fait part de ta décision de reverser ton éventuelle prime de résultat à l'association Solidarité Marathon des Sables. Voilà, c'est un geste très beau et très généreux à ton image. Donc voilà, je voulais le souligner. Tu fais pas ça pour qu'on le souligne, mais en tout cas, moi, j'avais envie de signifier, de démontrer voilà, la générosité qui est la tienne aussi à travers ce geste. Et puis, effectivement, pour l'avoir lu dans ton retour d'expérience sur la visite du stade et de toute l'infrastructure qui a été construite par cette association, ça donne tout de suite plein de sens à cet investissement, je pense. C'est aussi peut-être qui m'a aidé un petit peu à avancer et aller jusqu'au bout, finalement. C'est une belle récompense pour toi et puis c'est une chouette nouvelle pour l'association. On ferme la parenthèse Marathon des Sables, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans Course Épique. On va passer à notre traditionnelle question de début de podcast qui a été un peu décalée pour l'occasion. Je vais te demander, Marilyn, de te présenter, mais une petite contrainte, tu ne peux pas parler de sport, ni de course à pied, ni tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce qu'il y a autour, tout ce qui reste? Alors, ça va être difficile. Alors, je suis née à Marseille, même si j'ai perdu l'accent un peu aujourd'hui, dans une famille modeste et j'ai 2 frères, donc je suis au milieu. Voilà, après j'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône. J'ai J'ai fait entendu mon ton petit accent là. bonhomme de chemin. Ah, pardon. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, rien de particulier, si ce n'est que j'étais assez plutôt hyperactive, ou en tout cas j'aimais bien bouger depuis que je suis petite. Voilà, Tes sinon j'ai études? fait des études d'ingénieur en matériaux et un doctorat aussi dans les sciences des matériaux. J'ai travaillé 10 ans, même un peu plus pour une grosse société dans ce domaine. Et depuis peut-être 8 mois maintenant, je me reconnaissais vraiment plus dans ce que je faisais au travail. C'était plus mes valeurs, même si je regrette pas du tout ce que j'ai fait. C'était quelque chose que j'ai apprécié quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai décidé de changer de vie complètement, oui, on peut dire. En tout cas, de faire un métier pour lequel qui allierait plutôt ce que j'aime, mes 2 passions, donc le sport et la nutrition. Donc ben j'ai démissionné, je suis partie et je me suis lancée dans des études. Oui, je sais, je suis un peu vieille pour faire des études, mais Mais non, on n'est on jamais peut trop vieux pour toujours. apprendre. Ouais. Et donc je fais un BTS diététique, donc pour ma première passion ma première ou deuxième passion qui est la nutrition et notamment la nutrition sportive. Et à côté, j'entame une formation d'entraîneur avec mon club et la FFA. Voilà, donc ma deuxième passion dont je n'ai pas le droit de parler. Marilyn, on va remonter le temps et revenir à ta jeunesse, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, on peut se le dire. Tu étais très touche à tout, si on en vient plus particulièrement au sport. Tu as expérimenté beaucoup de sports qui n'étaient pas de la course à pied. Est-ce que tu peux nous raconter quelle place ça tenait dans ta vie à l'époque? Bah, à l'époque, c'était plutôt de l'amusement et pour me défouler, oui, j'ai fait tout un tas de sports, de la boxe, de la natation, du tennis, enfin tout ce qu'on peut presque De imaginer. Bon, l'escrime, de la gym. de l'escrime, la gym, même si j'étais pas du tout douée parce que je suis très raide. La danse quand j'étais petite.
Voilà, tout un tas de sports et non, c'était vraiment loisir et pour le plaisir, et pour trouver les copines plus qu'autre chose. Il y en a pas un qui t'a plu en particulier sur lequel tu t'es consacré avec un peu plus d'attention et d'intérêt? La natation, j'aimais bien pendant un moment. Peut-être, bon, je voulais même pas faire la compète. Je me souviens qu'ils voulaient à l'époque me mettre dans la section bon, compète des petits et j'avais pas voulu. J'aimais pas ça. Et voilà, non, sinon pas de sport en particulier dans lequel je suis arrivée à un niveau très très haut. Il y a la course à pied qui arrive dans ta vie et le trail running notamment. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour le coup, ça fait seulement quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter comment il a trouvé sa place dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que c'est une envie qui s'est construite peu à peu? C'est venu petit à petit. En fait, j'allais courir, d'abord avec mon ex, puis après avec les collègues du boulot, voilà pour me défouler et parce qu'ils faisaient souvent ça entre midi et 2 au travail. Bah, d'abord, 20 minutes, 25 minutes, j'étais morte, j'en pouvais plus. C'est peut-être parce que tu courais en 3,10 du kilomètre? Non. Et après, ben, j'ai rallongé un peu et puis j'ai pris, plus de plaisir. Bah, d'abord, c'était plutôt sur la route et sur les chemins. Et puis un jour, j'ai un collègue, Claude, qui m'a emmené plus sur des chemins vallonnés et j'ai apprécié de suite. Et après, ben, je suis allée plus en montagne et là, c'était encore mieux. J'ai vraiment apprécié et voilà comment petit à petit, je me suis mis au trail. Qu'est-ce que tu as Et aimé? Qu'est-ce que tu as découvert avec le trail? avec Qu'est-ce qui le était trail, nouveau comme c'est sensation? vraiment la sensation d'aller partout où on veut et d'être dans la nature. C'est surtout ça, de se pouvoir se défouler dans la nature, être libre. Et finalement, on peut faire ça un peu partout, du moment qu'on a un petit coin et des baskets pour pouvoir aller courir. Ça fait 2 fois que tu utilises le mot défoulé en 2 minutes. Ça veut dire que tu avais des choses à évacuer ou c'est un trop-plein d'énergie dont tu parlais, ce côté un peu hyperactive? Alors, un peu les deux, je pense. Après, c'est vrai que quand j'étais ingénieure, je travaillais derrière mon bureau avec un ordinateur. C'était très Très tentant sédentaire. d'aller courir dès que je pouvais, voilà. Et non, après, j'adore bouger, donc la course à pied me le permet et rapidement. Ton premier dossard, est-ce que tu t'en souviens? Et puis, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est ce petit trail dans la Valmasque? Est-ce que c'est celui-là, le premier auquel tu as Euh, participé? non, la première compétition, je pense, c'était en 2017, c'était le Trail d'Hermès. C'était un 20 kilomètres et c'était justement avec les collègues de boulot. Et alors, je sais plus, je sais même pas si j'avais fait un podium, enfin, peut-être pas loin, peut-être deuxième, enfin. Mais oui, ça C'était m'a quoi plu tout l'effet de suite. dossard? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, à l'époque, j'étais beaucoup moins stressée que maintenant. C'était juste un dossard pour prendre un dossard, aller courir, mais pas du tout en mode compète ou c'était juste pour, être avec les collègues et aller courir, parce qu'ils m'avaient entraînée là-dedans. Après à l'arrivée, oui, ça m'avait fait plaisir quand même de voir que, bah, finalement, j'étais pas si mal classée que ça pour un premier trail et voilà, mais non, vraiment aucune pression, rien quoi. C'était vraiment pour, aller courir, avec les collègues. Tu as l'air de sous-entendre qu'aujourd'hui, tu ressens plus de pression. Est-ce que c'est toi qui te la mets? Est-ce que c'est le fait que tu sois souvent avec une étiquette de favorite, en tout cas de coureuse qu'on va observer en tête de course? Est-ce que c'est ça qui te met la pression? Non, c'est pas du tout le fait, d'avoir une étiquette ou d'être, parfois favorite ou pas. C'est moi-même, je sais pas. Est-ce que je vais réussir à faire le temps que je veux? C'est plus envers moi-même qu'envers les autres au final. Je sais pas, peut-être parce que je vieillis et que quand on vieillit, on a plus stressé aussi, qu'on a l'expérience d'avant et je suis d'autant plus stressée quand je refais pour la seconde fois une même course. Parce qu'on sait à quoi s'attendre et c'est pas évident. Je déteste les départs, je suis pas bien sur les départs. Moi, il me faut peut-être 10 kilomètres pour être bien sur une course. Au début, c'est dur. Marilyn Diesel Nakache, C'est ton ça. surnom. À quel moment tu as pris conscience de tes capacités? Ça a été quand même très vite, puisque tu parles d'un début en trail assez tardif. Les premières performances et les premiers titres sont arrivés assez vite, notamment ton titre de championne de France de trail long en 2018. Quand est-ce que tu as mesuré que tu avais probablement des capacités bien au-delà de la moyenne? Je sais pas si je l'ai mesuré un jour, c'est arrivé petit à petit et en fait, bon, au début, c'était vraiment des trails régionaux et cetera que je commençais à gagner, souvent et c'est un entraîneur, Samuel Bonodo à l'époque qui m'avait contacté et qui m'en avait parlé que, bah, j'avais pas d'entraîneur quoi que ce soit, je faisais vraiment ça au feeling et il m'avait proposé, de m'entraîner parce qu'il pensait que justement j'avais des capacités donc bah, moi pas du tout, hein, je savais pas du tout et c'est lui qui m'a entraînée notamment pour, les championnats de France et c'est peut-être
j'étais pas du tout, enfin, je faisais pas du tout partie des favorites ou quoi que ce soit, hein, et c'est peut-être aussi, c'était une chance finalement parce que j'avais pas de pression ou quoi que ce soit. Et c'est peut-être quand j'ai gagné que je me suis rendu compte, ah oui, je peux essayer de rivaliser un peu sur des trails autres que régionaux et essayer, voilà, de progresser encore plus. Mais c'est vraiment venu petit à petit. Hein, je m'en suis pas vraiment rendu compte en fait. On a parlé des premières distances sur lesquelles tu as évolué, qui étaient relativement courtes. À quel moment tu as commencé à goûter aussi aux efforts et au format de plus en plus long? Est-ce que là aussi, c'est venu par la force des choses parce que tu as eu envie de prolonger, de te pousser dans tes retranchements sur des distances qui soient progressivement allongées? Oui, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis petite, été plus endurante que rapide. Hein. Sur les sprints, j'étais jamais très performante. Et par contre, quand il fallait faire des tours de stade pendant très longtemps, là, j'y arrivais beaucoup mieux et facilement. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi un peu pour le trail finalement. Alors du part pour le plaisir parce qu'en fait sur une petite course on n'a pas le temps. Enfin on a un bloc tout le long. C'est pas le même plaisir que quand on peut faire une longue distance. On peut finalement faire des petites pauses quand même mentales ou physiques, admirer le paysage et on en profite beaucoup plus que si on essaie sur une petite course. Et après sur les petites courses, je performe pas du tout. Je suis pas hyper rapide. C'est moins mon domaine, voilà. Donc, j'ai rallongé petit à petit et j'y prenais de plus en plus de plaisir. Et voilà, après, pas trop long non plus pour l'instant. Plus de plaisir, plus de performance, tu as trouvé ton bon format. Exactement. On va se parler de la Pyramenta d'été aujourd'hui, on va la développer un peu plus tard, mais tu as un palmarès donc, qui est aussi solide que la maison en briques, que Naf Naf, le plus malin des trois petits cochons, a construite. Donc tu as été championne de France de trail long, je l'ai dit, en 2018, tu as gagné la Trans-Grande Canaria Advance en 2020-2021, tu as gagné le Tenerife Blue Trail en 2021, troisième de l'Ultra Trail Cape Town en 2021, sixième de l'UTMB, tu as gagné l'Eco-Trail Paris en 2022. Et voilà, tu as encore brillé cette année, on s'y est rencontrés pour l'occasion. Tu as gagné l'Ultra Trail Arikana aussi en septembre 2022. Voilà, je pourrais continuer encore un petit moment avec voilà, toutes ces performances brillantes. Je vais te poser quelques petites questions sur les courses, toutes les courses, quelles qu'elles soient, que tu as pu parcourir au fil de ta vie. Il faut juste que tu me répondes de façon très spontanée et que tu me dises en 3-4 phrases voilà, pourquoi tu me réponds ce choix-là. La course qui a été la plus surprenante, ou en tout cas au déroulement le plus inattendu. La course qui s'est pas du tout passée comme prévu. Le MDS. T'as été surprise par le contexte, par la façon dont toi ça voulait rouler pour toi. Oui, en fait, j'avais pas du tout regardé finalement ni des images ou quoi que ce soit. Je voulais pas. Je voulais vraiment que ce soit la surprise. Et tu savais pour le sable ou pas? Oui, c'est un petit peu quand même. On m'a dit il y a du sable et des serpents. C'est tout ce que je savais. Non, ouais, c'est ça qui va peut-être le plus surprise. Ouais. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'ici? Je dois répondre plusieurs fois la même chose ou pas? Bien sûr. Le MDS aussi. Non, plus exactement l'étape du 90 km. Ouais, dur, qui a laissé sur le carreau d'ailleurs Voilà. Ragnar de Baz qui était en tête de la course, qui a pu continuer mais qui a pris un sacré coup de chaud. La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance? Est-ce que tu vas me répondre le MDS? Non. Peut-être le trail des dentelles parce que je me suis cassé la hanche au milieu de la course et je me suis pas relevée. Donc c'était la pire. Affreusement douloureux, j'imagine, là, une hanche cassée. Ah ouais, très très douloureux et impossible de continuer. Hein. Ça m'arrive en fait, je suis quelqu'un qui tombe très très souvent. Et là, je suis tombée et d'habitude, je repars et là, j'ai pas pu repartir. T'as pu être évacué facilement ou c'était au milieu de nulle part? J'étais pas loin d'un des checkpoints, donc on n'a pas venu me chercher, ouais. Mais ils ont dû me porter pour m'emmener au checkpoint quand même. Ça t'a pas empêché de gagner l'Ultra Trail Arikana quelques semaines ou quelques mois plus tard? Oui, j'ai failli pas le faire, mais bon, vu que j'étais rétablie, j'y suis allée quand même. T'as C'était juste trop réduit un peu tentant. la distance, imaginez, mais ça t'a pas empêché de C'est briller. ça. Ouais. La course, tu t'en es mis particulièrement plein les yeux, la plus belle? Voilà, il y en a vraiment beaucoup. J'ai apprécié vraiment peut-être les 90 km du Mont Blanc. Une course vraiment magnifique. Sublime. Après, il y a le Montreux Trail Festival aussi que j'aime beaucoup aller en Suisse, qui est vraiment beau. Après, il y en a tellement. L'Ultra Trail de Cape Town, c'était magique aussi. Le Blue Trail Tenerife à Tenerife, c'est... Alors, il y en a... je sais pas, j'adore varier et j'en ai pas une forcément qui est vraiment ma préférée. Elles ont chacune leur intérêt. Tout à fait. Pas de jalouse. La course que tu n'oublieras jamais, s'il en restait qu'une? Impossible.
Je vais te surprendre, le MDS. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est la plus récente, du coup, c'est la plus fraîche dans ma mémoire. Non, sinon, il y a eu les Mettre championnats de France. MDS et frais dans la même phrase, c'est fort quand même. Ouais. Les championnats de France qui m'ont bien marqué aussi. Il faut quoi merci pour Marilyn pour ces questions-réponses en mode express. C'est quoi les ingrédients qui sont indispensables toi pour qu'une course te fasse envie, pour que tu t'y accomplisses? Qu'est-ce qu'elle doit avoir absolument? Déjà, une ambiance sympa. Ça, c'est important. Après, si possible, des paysages sauvages. Éviter... J'en fais, hein, mais j'aime bien quand c'est plutôt dans la nature et que c'est au milieu de nulle part. Et après, que tout se déroule bien du début à la fin, sans blessure et sans défaillance. Tu as un planning de course qui me semble en tout cas assez dense sur une année. Comment est-ce que tu organises tout ça? Et puis est-ce que tu as ce souhait, j'ai lu ça aussi, un peu d'alterner les plaisirs? Est-ce que tu prends soin aussi un peu d'équilibrer le type de course auquel tu participes, les formats, les contextes, les destinations? Oui, tout à fait. Moi, si on m'écoutait, j'aimerais faire des tonnes de courses à l'année. Mon entraîneur me tape un peu sur les doigts et et on n'en choisit que quelques-unes, donc généralement 3, max 4 objectifs principaux. Ton Donc on corps te les place. l'autorise? Je t'interromps un peu, mais tu considères que tu as une bonne récupération et si tu devais faire des courses toutes les 2-3 semaines, tu pourrais? Je sais pas. Ça dépend le format. Hein. Si c'est des 10 kilomètres, oui. Si c'est des ultras, non, je ne pense pas. J'aimerais, hein, mais il vaut mieux pas que je le fasse. Déjà, c'est pas mal, hein, trois gros objectifs C'est à c'est l'année. déjà très bien. Et après, donc on les place dans le calendrier et suite à ça, on module un peu, voir des objectifs secondaires ou des courses plaisir ou des petits formats pour préparer ces courses-là. Est-ce qu'il y a des courses que tu feras jamais? Est-ce qu'un jour on Je pourrait pense voir des sur un courses Thor, par exemple, ou sur un KV? Alors, pour l'instant, ça m'attire pas du tout parce que j'aime bien courir quand même. Le Thor, je pense qu'il y a beaucoup de marge. Enfin, c'est pas la même gestion. Un KV, j'ai déjà fait, mais ça sera plus en entraînement. Oui, c'est possible que je fasse. Après, des courses où on ne s'est pas balisé, étant donné mon sens de l'orientation, je suis pas sûre que je serais capable de faire. Tu as une pratique que tu privilégies en solitaire ou est-ce que c'est, en tout cas en compétition par la force des choses, tu te retrouves souvent seul, mais est-ce que voilà, tu prends plaisir peut-être plus dans tes entraînements à être en groupe? C'est quoi ton approche là-dessus? Si tu avais le choix, est-ce que tu préférais tout le temps avec des gens? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ces moments où tu te recentres et tu es là juste concentré sur toi? Non, au contraire, j'adore être souvent toute seule. Je suis quelqu'un d'assez sauvage finalement, et ça me dérange pas du tout. Au contraire, de partir toute seule au rythme que je veux, où je veux et quand je veux. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien partager ça avec un ou deux amis, généralement plutôt en petit comité, hein, à deux amis proches ou des gens qui, voilà. Donc, je vais passer un petit moment et partager ça avec eux, mais j'aime rarement courir avec beaucoup de monde, pour les entraînements en tout cas. C'est pour ça que tu cours vite, c'est pour être devant toute seule, peinarde. C'est ça, tout à fait. Si tu devais analyser aujourd'hui ce que tu pensais de tes points forts et tes points faibles, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à la fois d'un point de vue physique ou psychologique? Qu'est-ce que tu vois comme armes que tu as de façon naturelle ou que tu as su développer avec le temps et puis des choses sur lesquelles tu te sens peut-être moins à l'aise? En point faible, c'est sûr que je manque de vitesse peut-être sur les courtes distances par rapport à d'autres filles ou d'autres personnes. Je suis pas du tout puissante en fait, hein. Je suis incapable d'aller très très vite. Voilà, et donc aussi incapable de mettre dans le rouge. Ça m'est, si ce n'est bon la chaleur pour le MDS tout ça, mais je suis incapable de me mettre dans le rouge en allant vite. Ça, c'est quelque chose que je sais pas faire. Et ça serait bien peut-être de temps en temps de me bouger un peu plus là-dessus. Donc ouais, il faut que je travaille. Bon, j'essaie de travailler ma vitesse, mais c'est sûr que bon, passer un certain âge, c'est difficile après à progresser là-dessus. Donc j'essaye plutôt de l'entretenir aujourd'hui. Voilà, donc après en point fort, je pense que au niveau mental, je suis quelqu'un qui à moins d'une grosse défaillance comme se casser la hanche, j'irai toujours jusqu'au bout et je donnerai le meilleur de moi-même. Et je m'accroche, même si je souffre, je continue. Et peut-être que je suis plutôt endurante. Donc ouais, l'endurance, c'est plus mon point faible, mon point fort, pardon. Justement, au contraire, que je suis pas du tout puissante et pas rapide. Pour revenir sur le projet de vie que tu évoquais au début de cet épisode, tu as donc décidé de réorienter drastiquement ta carrière. Je pense que tu as aussi fait un choix de vie un peu plus nomade dans ta façon de... Enfin, voilà, si je ne me trompe pas, tu as un van, c'est ça, qui te donne pas mal de liberté. C'est un mot qui t'est
très cher. Ce nouveau mode de vie, tu l'envisages de façon durable et définitive, j'ai envie de dire, ou pour toi, c'est une parenthèse et une étape? À vrai dire, j'en sais rien du tout. Disons que quand je décide quelque chose et quand j'invite quelque chose, généralement, je fais tout pour y arriver rapidement. Donc, bon, c'est quelque chose qui me donnait envie depuis très longtemps de vivre dans un van. Mais du moment où je l'ai décidé, ah bah c'est le moment ou jamais. Disons peut-être pas le lendemain, mais une semaine après, j'avais trouvé le van et j'envisageais d'aller dedans. Après, pour combien de temps, j'en sais rien. Ça va dépendre de mes envies et comment je me sens dedans. Disons que pour l'instant, je me régale vraiment. Ce mode de vie me convient parfaitement. Mais d'ici un an ou deux, je sais pas, on verra. On verra bien en temps voulu. J'ai une question habituellement sur les semaines types. Tu vois comment elles s'orchestrent. Est-ce que toi, c'est applicable justement dans le mode de vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que la semaine prochaine va ressembler à celle d'après, ou est-ce que c'est très très variable? Et puis quelle place tu accordes dans tout ça à ta pratique de la course à pied au quotidien? Comment est-ce que ça trouve sa place dans ton organisation? Je n'ai pas vraiment de semaine type. Non, enfin souvent, enfin peut-être pas d'une semaine sur l'autre, mais d'un mois sur l'autre, ma vie ne se ressemble pas forcément. Je suis pas forcément au même endroit, je fais pas forcément les mêmes entraînements. Donc ça bouge pas mal là-dessus. Et après, oui, le van finalement ça prête vraiment à ce style de vie-là, puisque en fait je me mets là où je vais m'entraîner le lendemain, ou là où je vais étudier, ou alors parfois aussi je suis près du stade pour les entraînements puisque je suis bénévole au club. Donc je bouge un peu là où le vent me mène et là où j'ai besoin d'être. Voilà. La liberté encore, on en parlait. Exactement, oui. Merci beaucoup Marilyn pour cette introduction. C'est l'heure maintenant de notre questionnaire de Proust. J'ai quelques questions à te poser dans ce cadre-là. La première d'entre elles, c'est le moment qui aurait changé ta vie pour toujours. Vas-tu me répondre le MDS? Non, ça va Non, pas non, changer non. ma vie pour toujours. Eh ben, écoute, c'est peut-être une réponse que j'ai déjà faite aussi, mais finalement, le premier trail que j'ai fait en compétition, c'est peut-être le moment qui a changé ma vie pour toujours parce que je me suis tellement régalée que, du coup, je me suis inscrite au trail d'après, puis au trail d'après. Et c'est ce qui a entraîné finalement que je suis là aujourd'hui. Après, il y a eu beaucoup de moments qui ont changé ma vie parce que, comme tu l'as compris, je suis quelqu'un qui change pas mal dans sa vie. Finalement qui bouge beaucoup. Donc voilà, le fait Le d'avoir départ de démissionné Thalès, aussi. j'imagine aussi ta démission, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'au départ, tout est venu peut-être du premier trail que j'ai fait. Ta vision du bonheur parfait. Alors, moi, il en faut peu pour que je sois heureuse finalement. Tu me donnes une paire de baskets et de la nature et même, enfin voilà. Alors, peut-être que un des bonheurs, ça serait de se retrouver en haut d'un sommet à plus de 3000 mètres. Peut-être après plusieurs heures de marche, de rando ou de trail cool. Si possible avec un beau soleil et une belle météo. Un ou deux amis proches, des amis très proches même. Et juste prendre quelques minutes pour admirer la vue à 360 degrés. Peut-être encore mieux, en haut de ce sommet, pouvoir déguster un petit café, une tarte à la myrtille. Parce que, comme tu l'as compris, J'allais te je parler suis de l'apéro pour moi assez gourmande. dans le descriptif, il manquait ça. Je suis très gourmande et j'adore manger, donc voilà. Et alors, le must du must, ça serait qu'il y ait quelques animaux sauvages autour, type des marmottes, des chamois, des bouquetins, enfin, quelque chose comme ça. Là, ça serait vraiment le bonheur parfait. C'est pas mal ça comme moment. Là, je veux bien, moi. Ça me tente. Voilà, tu peux venir avec moi. Ouais, parfait. Le talent que tu voudrais le plus avoir, Marilyn? Je pense que ça serait pouvoir parler couramment plusieurs langues. Parce que je suis pas du tout douée pour les langues vivantes et des fois je suis extrêmement frustrée là-dessus. Comme j'aime beaucoup voyager, faire des rencontres, des fois c'est un peu un blocage pour moi. Je baragouine un peu l'anglais et voilà, je me débrouille, mais j'aimerais bien savoir vraiment parler couramment des langues pour pouvoir échanger avec des personnes et dans des pays un peu partout. Est-ce qu'on peut dire que tu entreprends ça puisque tu prends des cours justement de langue en ce moment? Disons que pour mon BTS, oui, j'ai de l'anglais, mais j'arriverai jamais. Enfin, j'ai du mal avec les langues vivantes, donc et puis si on les pratique pas au quotidien, c'est pas forcément évident. J'ai une petite question bonus pour toi, Marilyn, que j'ai jamais posée dans le podcast. Tu vas être la première. Oula. Est-ce que tu pourrais nous révéler une chose qu'on ne sait pas de toi et qui se raconte dans un podcast?
une passion secrète, une chose qui t'est arrivée? Ah bah, je sais pas, j'ai fait énormément de musique, de piano. J'envisageais même pendant un moment d'être pianiste. Voilà, donc rien à voir avec le sport. Tu Mais joues voilà, encore? c'est disons que, bah, dans le van, c'est pas évident. J'ai dû revendre mon piano, mais quand j'en vois un, ça m'arrive Le d'entendre y piano à queue jouer. rentrait pas? J'ai pas trouvé des mini pianos, à rentrer dans le van. Mais il y en a encore un chez mon frère et voilà, de temps en temps, j'y joue. Mais c'est vrai que j'ai perdu complètement mon niveau et c'est plus difficile qu'avant. Merci beaucoup Marilyn. On va parler maintenant de ta course épique, la Pyramenta d'été 2021. Je vais en planter le décor très brièvement. Donc, elle a été créée en 2015. Elle a lieu chaque année fin juin, début juillet. Cette course est la version estivale de la célèbre course d'alpinisme, la Pyramenta. Elle prend son départ d'Arèche-Beaufort dans la vallée du Beaufortin. Cette version été de la Pyramenta garde un esprit randonnée, montagne et cordée en lien avec sa grande sœur hivernale. Elle se déroule sur 3 étapes pour une distance totale d'environ 70 km et 7000 mètres de D+. L'intégralité de cette course doit se faire en binôme, qu'il soit mixte ou non. C'est une course qui est redoutée, techniquement difficile et qui cumule un fort dénivelé pour une distance qui reste relativement peu élevée. En tout cas, le ratio est quand même important. Les parcours définitifs sont dévoilés que la veille de chaque étape lors du briefing de course parce qu'ils peuvent être amenés aussi à pas mal bouger en fonction des conditions. Pour ce qui concerne l'édition à laquelle toi tu as préparé en 2021, la première étape, dite grande journée, elle comptait 26 km et 2600 mètres de D+. Une étape qui est faite de longues montées, de passages techniques, de descentes qui sont tout autant et de traversées sur des sentiers aériens, tout ça en dominant le bassin albervillois. Mais tu vas nous raconter tout ça. La deuxième étape, qui est plus connue sous le nom de Grand Mont, elle est la plus longue, et certainement la plus difficile et la plus technique, avec 31 km et 3000 mètres de D+. Elle conduit les coureuses et coureurs au Grand Mont, sommet emblématique de la Pyramenta d'hiver. Une technicité qui se traduit par plusieurs passages avec baudrier et longe façon Via Ferrata. Je crois que tu n'es pas insensible à ces charmes-là. Des descentes pas forcément très roulantes où l'attention doit rester à tout prix de mise pour éviter la chute. La course, elle évolue principalement au milieu d'un paysage minéral avec en toile de fond le toit de l'Europe qu'on appelle le plus communément le Mont Blanc. La troisième étape, la Roche Sparstyr, est la dernière, mais là aussi la plus courte des 3 étapes, 16 km et 1400 mètres de D+. Elle se veut nerveuse avec de nombreux changements de rythme et une importante alternance de montée et de descente. Même si la technicité est moindre, il faut malgré tout se hisser au sommet de cette Roche Sparstyr avant de profiter d'une vue surplombant le barrage de Roseland, je ne sais pas comment on le prononce, et de rejoindre ensuite la tant attendue ligne d'arrivée et savourer cette performance avec une foule en délire qui est réunie autour de toi. Sur cette édition 2021, Marilyn, vous étiez 230 équipes, donc composées soit d'hommes, 2 hommes, soit de femmes, soit mixtes, toujours en format mass start. Petit point réglementaire, les 2 coéquipiers d'une même équipe n'ont droit qu'à 15 secondes d'écart entre eux, maximum sur les zones de contrôle et à l'arrivée, sous peine d'écoper de 15 minutes de pénalité. Est-ce que j'ai tout dit, Marilyn? Est-ce que j'ai planté le décor comme il fallait? Est-ce qu'il manque des Oui, choses? c'est pas mal, tu t'es bien renseigné, tu as bien fait ton travail. C'est juste pas mal. Ok, d'accord. Ça marche. Marilyn, tu connais le podcast, tu sais ce qui t'attend maintenant que j'ai présenté la course. C'est la question qui pique. Oui, la question qui tue, ouais. T'es prête? Allez. On va revenir aux origines de la Pyramenta, ce sommet du massif du Beaufortin qui culmine à 2714 mètres. Malgré cette altitude modeste, ce sommet est remarquable de par son éperon monolithique massif qui compte 120 mètres de parois verticales au sommet d'une arête rocheuse appelée Pierre Montée qui a ainsi donné son nom à la course. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Non. Bon, en tout cas, c'est une C'est pierre le emblématique qui a donné son nom à la course. Je vais te demander de trouver l'origine de cette arête, en tout cas ce qu'en dit la légende. À toi de trouver la bonne réponse. Donc je te donne 3 propositions, ce qui est plus facile. Je ne donne pas toujours des choix de réponse. La réponse A, cette excroissance rocheuse qui donne son nom à la Pyramenta est en réalité constituée intégralement de morceaux du fromage local, le Beaufort, qui aurait malencontreusement été oublié lors d'un pique-nique géant et qui aurait séché au point de donner naissance à cette pierre montée. Ça, c'est la réponse A. Je vais te laisser juger si ça peut être la bonne réponse ou non. La réponse B, c'est pendant la traversée des Alpes, la légende dit que Gargantua aurait trébuché sur la chaîne des Aravis. Énervé, il a donné un grand coup de pied dans la montagne. Ça a donné naissance à la porte des Aravis et son creux. Et le pic rocheux qui s'en détacha a atterri alors dans le massif du Beaufortin, donnant ainsi naissance à cette pierre montée. Donc ça, c'est la deuxième explication. Et la dernière, c'est lors d'une séance d'entraînement un peu appuyée à 18 km/h de moyenne un dimanche matin, un certain Kylian J aurait fissuré puis provoqué la chute d'une partie de la montagne, laissant pour seule trace derrière lui cet emblématique bloc monolithique qu'est la pierre montée. L'histoire ne dit pas comment il est descendu ensuite les 120 mètres de la paroi de cette pierre, mais on sait que ce Kylian a tous les talents. Je pense que tu peux trouver, Marilyn, la bonne réponse. Alors, par élimination et parce que tu as été hyper précis, je dirais la réponse B. Bravo!
Bravo, franchement, cette question qui pique, ça aurait pu être un caillou dans ta chaussure, mais franchement, tu as été solide comme un roc. Je suis vraiment fier de toi, Marilyn. Bravo. Ça en est fini de cette question qui pique. Tu t'en es sorti encore avec brio. On va parler maintenant de ta course épique et de cette Pierramenta. On a un peu tendance à l'oublier, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, c'était un autre monde. L'année 2021, elle était encore marquée par le Covid et il y avait pas mal d'incertitudes sur les courses qui étaient possiblement qui pouvaient se tenir à l'époque. Toi, tu avais pu participer les mois qui précédaient à la Transgrande Canaria, au Trail de la Cité de Pierre, au Tenerife Blue Trail. Tu n'étais pas dans une période où tu étais frustré de course, qui pouvait être le cas peut-être de certains coureurs. Toi, tu avais eu déjà le sentiment d'avoir une année relativement pleine. Oui, j'avais eu la chance de pouvoir trouver quelques courses à faire et d'y aller quand même. Donc oui, non, je me sentais pas forcément frustrée comme tu le dis. Comment est-ce que ton choix s'est porté sur la Pierramenta? C'était ton idée au départ? Est-ce que c'est toi, tu avais déjà entendu parler peut-être de sa version d'hiver de ski alpinisme? Ou est-ce que voilà, comment est-ce que tu en es arrivé à considérer la Pierramenta? Non, en fait, il y avait plusieurs amis qui l'avaient faite, qui m'en avaient parlé en me disant que c'était une des plus jolies courses qu'ils avaient faites en équipe, mais même une des plus jolies courses tout court, et qui m'avaient dit: «Ah, tu devrais t'inscrire», etc. Après, il faut trouver un partenaire, hein, c'est une course qui se court à deux. Et au départ, je m'étais inscrite en 2020, du coup. Seulement, la course avait été annulée à cause du Covid. Et donc j'avais proposé une première personne qui avait accepté, mais bon, la course avait été annulée. Et donc du coup, j'ai eu mon dossard était conservé. Enfin, j'avais redemandé pour 2021 et j'avais été invitée à la course. Et j'ai proposé à Alexia Coudray de la faire avec moi, que j'avais rencontrée quelques semaines avant lors d'une sortie avec des amis communs. Et j'ai vu qu'elle était très très sympa et de suite j'ai pensé à elle parce qu'elle aimait bien aussi. Elle m'avait parlé d'alpinisme, qu'elle faisait du ski, qu'elle aimait bien ça, donc je lui ai proposé. Et Elle voilà a été un comment on peu s'est surprise d'ailleurs inscrite. que tu lui fasses cette demande. Oui, elle a été très surprise. Déjà, elle ne s'en sentait. C'est quelqu'un de très modeste, Alexia. Elle gagne tous les week-ends des courses, mais elle était très mauvaise et elle se sentait pas du tout au niveau pour une telle course. D'une part parce qu'elle avait déjà entendu parler de moi, et aussi parce que bah, finalement c'était un format assez long pour elle, hein, parce qu'elle est plutôt sur des distances courtes, et d'autant plus avec le confinement parce que elle n'avait pas pu faire de courses de plus d'une quinzaine de kilomètres avant la compétition. Donc ça lui a fait un peu peur sur le coup. Mais je l'ai convaincue, et le fait que nous soyons invités l'a convaincue aussi de venir avec moi. Si vous deviez un peu caractériser vos profils à chacune, comment est-ce que vous vous décririez? Je pense qu'on peut dire que vous êtes relativement complémentaires, au moins en tout cas sur le type d'effort sur lequel vous êtes performante. Oui, tout à fait. Alexia est plutôt aime courir très vite pendant pas trop longtemps, et elle est assez explosive et elle performe vraiment beaucoup sur ce type de distance-là. Alors que moi, je suis plutôt un diesel et j'aime bien les distances longues, donc on est complémentaires là-dessus, oui, complètement différentes. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en place des choses qui étaient particulières pour préparer cette course plus spécifiquement? Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de vous entraîner ensemble? Comment s'est passée cette prépa en amont? Pas du tout. On s'est ni entraîné ensemble, on a tout juste échangé un peu par téléphone, et j'avais pas du tout préparé parce que pour moi c'était vraiment une course bonus, une course plaisir, donc aucune pression ou quoi que ce soit. J'y vais pour pas des vacances, mais vraiment le plaisir d'être là-bas, et c'était plus une course de préparation pour la suite en fait et pour Un passer un bon objectif en moment soi. qu'autre chose. Donc non, pas du tout préparé, si ce n'est qu'il fallait un baudrier et une longe que j'ai préparé, que j'avais déjà, donc ça tombait bien. Tu es de manière plus générale adepte des entraînements croisés. Tu fais de la course à pied, bien sûr, mais tu fais aussi pas mal de vélo, notamment. C'est important pour toi là, pour préserver une espèce de fraîcheur mentale et physique aussi. Tu es adepte de ce type d'entraînement? J'adore, oui, oui. D'une part, bah, pour l'entraînement, c'est très bénéfique, notamment pour les longues distances et les trailers. Ça permet de faire du volume sans avoir d'impact, enfin, en tout cas, des impacts moindres sur les muscles. Et voilà, après, d'autre part, j'adore faire du vélo aussi, donc j'adore faire de longues balades, donc ça tombe bien de pouvoir en faire. Je fais aussi un peu de natation, ça me permet de me détendre, de s'étirer, et pareil, hein, de continuer à s'entraîner un peu sans avoir beaucoup d'impact par rapport à la course à pied. Voilà, donc éviter les blessures et éviter aussi mentalement de la lassitude ou des choses comme ça. Ça permet vraiment de varier et finalement de garder beaucoup, beaucoup de plaisir à courir.
Cet entraînement, justement, ça reste pour toi en toutes circonstances du plaisir, ces phases de préparation? Ou est-ce qu'il y a des matins où vraiment tu as du mal à y aller, où tu peux décider de ne pas y aller? Ou est-ce que de façon constante, tu y vas avec plaisir? Je suis pas sûre qu'il y ait un seul matin vraiment, par une contrainte majeure où je suis pas allée m'entraîner. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments où j'ai plus envie que d'autres, hein, comme tout le monde. Mais j'adore m'entraîner, même s'il y a pas de compétition, et j'y suis, je pense, toujours allée. Et si j'y vais pas, c'est au contraire, ça va me frustrer, ça va me stresser et il faut que je fasse la séance qui est prévue parce que sinon ça va pas. En termes de nutrition, est-ce que tu as des grands principes et c'est un sujet auquel tu es particulièrement attentive tout au fil de l'année? Alors disons que je sais pas si c'est des grands principes, mais après, je suis plus pour la nutrition naturelle, non transformée. C'est un des principes, les plus importants pour moi. Se faire, des repas, de vrais repas, manger un peu de tout et en quantité suffisante. Mais cela n'empêche pas de me faire plaisir, comme vous l'avez compris, je suis très gourmande, donc rien n'empêche d'aller au restaurant, de me faire une petite pâtisserie, ou une crêpe ou une glace, j'adore ça. De toute façon, avec tout le sport qu'on fait, je pense qu'on peut se le permettre aussi. Bon, après, je j'ai pas de contraintes, forcément. C'est rester en forme et manger de tout et de façon naturelle, si possible bio et locale. Si on en revient à la Pyramenta qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est un terrain qui, sur le papier, te semble favorable, toi qui es adepte des terrains relativement techniques? Est-ce que elle te fait envie et même si c'est pas l'objectif absolu de performer à tout prix, est-ce qu'elle te paraît quand même favorable aussi par rapport à tes qualités? Oui, tout à fait. La Pyramenta est vraiment une course, très technique, avec, beaucoup de dénivelé finalement pour peu de kilomètres. Donc, c'est réputé, elle est réputée pour être, technique et assez cassante. Donc ça me convient bien. Enfin, j'aime bien aussi, les courses un peu moins cassantes, mais disons que, pour varier un peu les plaisirs, j'aime beaucoup aussi ce type de course-là. Après, il y a des passages aussi de Via Ferrata et c'était quelque chose que j'avais pas forcément fait déjà sur une course et j'avais déjà fait des Via Ferrata, j'aime beaucoup ça, donc pouvoir allier les 2, c'était parfait. On l'a compris, c'est pas ton objectif principal à ce moment-là de l'année. Est-ce que malgré tout, tu te prends en jeu de regarder un peu qui sont les autres équipes voilà, dans votre catégorie féminine? Est-ce que tu regardes un peu les profils et tu étudies à qui tu vas te frotter avec Alexia? Je sais pas si c'était pas Alexia qui avait regardé plus que moi finalement. Oui, forcément, on regarde un petit peu et savoir quel type de d'équipe féminine, il y a. Après, ce sont des personnes que je connaissais pas forcément parce que c'est pas des personnes que je retrouve forcément sur des courses. Il y avait pas mal de femmes et d'hommes d'ailleurs qui venaient plutôt du ski de rando ou de l'alpinisme aussi. Donc les noms me disaient pas forcément grand-chose pour les équipes féminines en tout cas. Est-ce que vous aviez mis en place, enfin en tout cas imaginé une stratégie de course particulière sur la gestion des étapes, en tout cas sur le principe en amont, on regarde la façon dont elles sont composées. Est-ce que vous étiez un peu mis en tête une façon de gérer ces étapes ou c'était plutôt vous laissiez guider par les sensations du moment? On n'avait pas mis en place de stratégie, ça c'est sûr. C'était plutôt à la sensation du moment. Après, Alexia, comme le long lui faisait peur, elle voulait pas tout donner lors de la première étape et se préserver pour le reste. Donc, on est parti plutôt tranquille, enfin tranquille. Disons qu'on n'est pas parti à bloc dès le premier jour. On est parti plus en mode découverte du terrain et des adversaires, voir comment on se sentait et comment elle se sentait et garder aussi un peu d'énergie pour la suite. Est-ce que tu peux nous parler un peu des principes d'organisation de la course? L'idée, c'était de revenir tous les soirs entre chaque étape, non pas au bivouac sous une tente, mais bel et bien entre quatre murs et sans lyophilisé, c'est ça? Il y avait un petit retour au centre de vacances qui vous hébergeait après chaque étape? C'est ça, oui, c'était plutôt confort par rapport au MDS finalement. Pas de Non, on était scorpion? en centre de vacances, on mangeait bien, on dormait bien et tout était vraiment bien réglé. Il faisait pas chaud du tout, donc c'était bien. Oui, voilà, après tout est bien ficelé, hein, ça fait longtemps qu'ils font cette course-là, donc on avait droit à des briefings, en images, tous les soirs pour savoir l'étape, du lendemain qui nous attendait. Mais aussi, ils récapitulaient, l'étape, du jour avec un petit film, qu'ils avaient filmé, durant la journée. Marilyn, tu l'as pas vu venir, mais on est le 1er juillet 2021 là, et c'est les premiers instants avant le départ. Est-ce que tu es très sereine et apaisée comme tu sembles l'avoir été en tout cas jusqu'ici? Ou est-ce qu'il y a quand même malgré tout une petite montée en pression avec le départ qui est imminent? Je pense pas que sur cette course-là, non, non, j'étais pas du tout stressée. C'était vraiment,
En mode découverte et le fait d'être 2, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, de courir avec côte à côte avec une personne, donc de suite, ça enlève toute pression et voilà. Après, j'ai peut-être un peu plus de pression pour Alexia parce qu'elle, elle en avait plus que moi, je pense, parce que, elle était pas habituée à ce type de format et à ce dénivelé-là, donc c'était plutôt pour elle que je stressais que pour moi-même. Le parcours de cette première étape, il a été modifié puisque la météo était mitigée ce jour-là. Vous avez décidé de prendre un départ relativement prudent ou en tout cas en embuscade. Est-ce que tu peux nous parler de ce début de course et puis notamment de votre arrivée jusqu'à la première grosse bosse? Oui, en effet, ils avaient supprimé une partie des crêtes, à peu près 200 mètres de dénivelé à cause de la météo, parce qu'il pleuvait, enfin qu'il avait plu la veille, je crois, et que c'était assez glissant et en haut, il y avait pas mal de brouillard. Donc oui, on est parti plutôt en mode découverte du terrain, mais on est resté quand même côte à côte, proche des premières pendant longtemps avec proche de Candice et Sophie, surtout dans la première montée. Mais après, à la sortie de la première grosse bosse, elles sont passées devant, elles ont pris le large et on les a pas revues. Et nous, on a continué à faire notre petit bout de chemin en restant seconde, en courant bien et en ne traînant pas trop non plus, mais sans être à bloc pour autant. Il y a un petit ustensile qu'utilisent certaines des équipes qui étaient présentes sur cette Pyramenta. C'est un élastique qui lie les deux coureurs. Est-ce que vous avez fait le choix d'en prendre? Du tout. Déjà, moi, j'étais même pas au courant qu'on pouvait prendre un élastique. Alexia, je pense que oui, mais c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout. Déjà, on se connaissait peut-être pas assez pour le faire. Et non, tant pis, on préférait chacune courir ensemble à notre rythme, sans avoir d'élastique, parce que je pense que pour l'utiliser, il faut quand même avoir un minimum d'entraînement ensemble. Ça peut être dangereux quand même, hein, si la personne devant elle va trop vite, elle peut blesser celle qui est derrière. En descente, il faut pas s'énerver ou alors il faut faire vraiment attention. Donc non, on avait décidé, de toute façon, je savais même pas que ça existait. Mais même pour les étapes d'après, on n'avait pas pris d'élastique. Vous avez connu un moment divertissant sur le parcours. Vous avez mis à contribution des passages neigeux de façon plutôt ludique, c'est ça? Oui, c'était alors ce qui était vraiment une régalade, c'est qu'il y avait certains passages dans la neige en descente où on pouvait faire du toboggan. Ça, c'était vraiment trop trop bon. Donc dans les névés, de toute façon, on pouvait pas courir, de suite on tombait sur les fesses et on se mettait à glisser. Donc là, je me souviens que c'était vraiment des gros fous rires qu'on s'est pris avec Alexia tout le long de la descente. C'était vraiment trop trop bon. On avait qu'une hâte, enfin moi en tout cas, parce qu'elle elle commençait elle avait un peu les fesses en feu. Elle avait peut-être pas pris le bon short, je sais pas. Elle avait un petit short qui faisait qu'elle avait les fesses en feu ou une petite jupette, je sais plus. Et mais oui, c'était vraiment trop trop bien. Vous avez bouclé cette première étape de 26 km et 2600 mètres de D+, en 4h23. Est-ce que vous êtes contente de la façon dont s'est passée cette première étape et de cette entrée en matière? Oui, tout à fait. Déjà faire une seconde place, sans avoir tout donné et en sachant pas du tout ce qui allait nous attendre, oui, on était très contentes. Surtout qu'on a gagné du Beaufort, donc ça, c'était chouette. Pour le podium, pour les 3 premières, c'est ça? Enfin, en tout cas, chaque C'est équipe ça, dans oui. sa catégorie? Chaque étape, si on fait podium, on a droit à des morceaux de Beaufort. Une bonne nouvelle. Pour toi qui est quand même gourmande, tu nous l'as dit. Tout à fait. Le lendemain, c'est donc l'étape longue, le plus gros morceau, et le morceau aussi le plus technique. Il y a donc là 2 visions un peu différentes. Toi qui es sereine parce que c'est ton terrain de jeu habituel, et puis plus c'est long, plus tu te sens à l'aise, et c'est moins le cas d'Alexia. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges justement pour mutuellement vous mobiliser, toi la rassurer aussi? Oui, en fait, ils ont annoncé l'étape du jour, qui faisait 3000 mètres de dénivelé et donc tu l'as dit, je sais plus combien de 31 kilomètres. km. 31 kilomètres, oui, Alexia, ça l'a un peu stressée. Voilà, donc j'ai essayé un peu de la rassurer, disant qu'on était là de toute façon pour s'amuser, peu importe ce qui allait se passer, d'aller jusqu'au bout toutes les 2. On était 2, donc on allait se serrer les coudes et s'entraider. Donc voilà, il y avait pas de souci à se faire. Et après, vu que finalement, quand on s'est levé, il faisait extrêmement beau. De suite, ça aide aussi à se rassurer et être un peu moins stressé peut-être. Vous prenez un départ en gestion, on va dire. L'idée, j'imagine, c'est de ne pas trop se brûler les ailes avec les inconnus pour représenter la distance et le dénivelé, notamment pour Alexia qui est peut-être moins à l'aise sur ces formats-là. Candice et Sophie, qui ont remporté l'étape la veille, font assez rapidement le trou. Est-ce que c'est un sujet de frustration pour vous? Est-ce qu'il y avait quand même en tête cette idée d'essayer de les accrocher, ou est-ce que vous les laissez filer sans que ce soit un déchirement?
Non, on les a laissés filer. De toute façon, il y avait encore une dernière étape après, donc on voulait pas en plus griller et pouvoir terminer correctement. Et surtout que Alexa ne savait pas si elle allait pouvoir gérer jusqu'à la fin. Elle a eu des petits soucis, donc elle était un peu dans le dur aussi durant l'étape. Donc on les a laissés partir devant, mais on est resté seconde pendant un petit moment, jusqu'à qu'on se fasse rattraper ensuite. Oui, donc il y a Caroline et Marie qui vous rattrapent, qui étaient l'équipe troisième, qui vous rattrapent à un moment qui est particulièrement plaisant dans la course, la montée du Grand Mont, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils nous ont rattrapés dans la montée du Grand Mont. Et je crois pas qu'on les ait revus non plus après. On est resté à la troisième place. C'est un moment où il y a une grosse ambiance, c'est ça, les spectateurs, des cloches dans tous les sens, c'est un moment de Ah oui, ferveur tout à fait. intéressant. C'est magique. D'une part, on a la vue sur le Mont Blanc, et ensuite, oui, il y a des spectateurs de tous les côtés qui nous encouragent avec des cloches. Donc c'est un des peut-être des plus jolis moments que j'ai eu durant toute la course. Ouais. Tu prends le temps justement, tu t'accordes ce luxe-là de pouvoir un peu regarder autour de toi aussi? On regarde, mais bon, on est un peu la montée est très raide, hein, donc c'est pas forcément évident, et on regarde, mais on prend pas vraiment de pause non plus, on continue. On voulait garder quand même notre troisième place. Il y a des passages sur cette étape qui se font en via ferrata, c'est des moments aussi qui sont chouettes à vivre pour toi, que tu apprécies? Ah oui, ça c'est trop génial, ça permet de mettre un peu de comment on dit? D'être un peu plus ludique durant la course, de voir autre chose. Donc il y avait des passages. Après, il faut faire attention parce que des fois on peut faire la queue plus ou moins parce qu'on est obligé en fait de rester derrière les autres, on peut pas se doubler. Donc voilà, il faut aller au rythme qu'il est possible d'aller, hein, et aussi de pas bloquer ceux qui sont derrière, donc un peu la pression d'avancer aussi. Mais oui, oui, que ce soit Alexia, même plus Alexia parce qu'elle a encore plus l'habitude des Via Ferrata que moi, on s'est régalé. Est-ce que tu peux nous parler de la fin de votre étape? Comment est-ce qu'elle s'est passée? Et puis est-ce qu'elle a été synonyme de soulagement pour Alexia, regarder des inquiétudes qu'elle pouvait avoir sur cette étape numéro 2? Oui, ben finalement, elle a bien fini, même si elle avait été dans le dur pendant un moment, ben elle est quand même bien contente d'arriver au bout. Et enfin voilà, on était super contents tous les deux. J'étais hyper fière d'elle parce que c'est vrai que je la connaissais pas très très bien finalement, mais enfin j'avais aucun doute moi elle allait y arriver, et elle ben aussi très contente de pouvoir d'avoir fait ce type de distance et ce dénivelé là jusqu'au bout, et d'autant plus qu'on est arrivé troisième, donc voilà, que du bonheur. Sophie et Candice ont donc fait le trou avec cette deuxième étape que vous avez bouclée en 5h23, soit 16 minutes derrière elle. Maintenant, l'objectif, est-ce que ça en devient un en tout cas, de sécuriser la deuxième place sur l'étape du lendemain? Est-ce que c'est une source de motivation additionnelle? C'était pas tellement l'objet, mais là, il y a quand même un enjeu de préserver cette place-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête avec Alexia? Bah finalement oui, on s'est pris un peu au jeu, hein, même si au départ on envisageait pas du tout, enfin ou forcément de faire un podium ou quoi que ce soit, mais comme il restait plus qu'une étape et que en plus c'était une distance de course, donc c'était la distance privilégiée d'Alexia, et qu'elle finalement elle avait bien récupéré, on avait toutes les deux bien récupéré suite aux 90 aux 90 km. Suite à la seconde étape qui était assez longue, ben on a décidé de finir en beauté et de tout donner sur cette dernière étape, se faire plaisir. De toute façon, c'était pas très long et il restait plus qu'une seule étape, C'est donc confortable voilà. pour toi? On sait que c'est un peu moins ce que tu nous disais, c'est des étapes plus courtes, un peu plus de vitesse. Est-ce que sur le principe, est-ce que tu redoutes peut-être que la cadence soit un peu trop soutenue? Non, pas forcément finalement. C'est court, mais tout le monde était un peu fatigué, donc ça allait pas extrêmement vite non plus, je pense. Et là, on a un peu changé de mode de gestion avec Alexia. Vu que c'était sa distance, sa course, j'ai préféré la laisser devant. Elle a géré comme elle voulait gérer. Quand elle voulait accélérer, c'est elle accélérait. Quand elle voulait aller plus lentement, elle allait plus lentement. Mais de toute façon, elle était hyper motivée et prête à lâcher les watts. Donc, je suis restée derrière, je la suivais et je l'encourageais tout le long. Voilà. Il y a eu pas mal de mano à mano là pendant cette étape avec notamment deux autres équipes. Est-ce que toi t'aimes justement quand il y a un peu ce fight là et cette intensité? Et moi, c'est pas trop mon truc en fait, hein, le fight et tout, j'aime pas trop ça. Alexia plus peut-être. Elle a peut-être plus l'habitude, comme elle fait des formats courts, de finir peut-être au sprint ou de pas très loin des autres. Moi, non, c'est pas un truc qui me plaît. Peut-être parce que je sais pas faire du sprint justement, et j'aime pas vraiment ce mode d'affrontement ou de compétition.
Vous avez réussi à prendre la tête de l'étape avant de vous faire cueillir par une équipe suisse qui avait décidé de se jouer un peu de vous, mais vous n'êtes pas laissé taquiner? Non, elles sont passées devant peut-être à un moment donné. Mais finalement, elles étaient peut-être un peu plus fatiguées que nous. On les a vite rattrapées et on est passé devant. Notamment dans la dernière descente, du coup, on a tout donné pour pas qu'elle nous rattrape. Et Alexia a vraiment bien géré. On n'a pas cherché à comprendre. Elle courait. Moi, je regardais d'ailleurs si les autres filles n'arrivaient pas. Et finalement, on a terminé comme ça, première à cette étape. Cette étape, elle se conclut par une dernière descente qui a été aussi un chouette moment, une descente qui n'est pas très simple, mais là aussi beaucoup d'engouement. Oui, une descente dans les sous-bois où Alexia a tout donné et moi aussi d'ailleurs, parce qu'il faut la suivre quand même, hein, c'est pas forcément évident. Et surtout ne pas tomber parce que il me semble que c'est assez technique quand même. Donc on regardait nos pieds, on courait et Alexia me disait elles arrivent pas, regarde derrière. Et je regardais, il y avait personne, je voyais personne, donc voilà. Et on n'a pas lâché. On est arrivé comme ça jusqu'au bout. Donc vous avez gagné cette troisième et ultime étape en 2h36, une minute devant l'équipe suisse. Et vous prenez ainsi la deuxième place du classement général derrière Sophie et Candice. C'est beaucoup de satisfaction, vous vous tombez dans les bras à ce moment-là? Oui, tout à fait, oui. Le fait d'être à deux comme ça, de gagner à deux, au départ, on se connaît pas, c'est pas forcément, de suite, ça rapproche et ça procure énormément d'émotions. Et donc, oui, du coup, on s'est serré dans les bras, on était heureuses de faire ça toutes les deux, oui. Est-ce que vous avez envisagé d'ouvrir une fromagerie avec tous les morceaux de Beaufort que vous avez raflés là sur la Pyramenta? Alors, on en a gagné 3, plus, je crois, encore un autre au podium final. Je sais plus combien, mais on en avait au minimum 3. Et que ce soit Alexia ou moi, on adore le fromage, hein, donc ça tombait bien. Bon, après, on a quand même partagé avec les amis, quand même, parce qu'on n'allait pas tout manger, mais non, 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 là-dessus, on était contentes, ouais. C'était ta première course à étapes, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce principe-là t'a séduite? Oui, oui, oui. En fait, c'est top de pouvoir passer plusieurs jours avec les mêmes personnes, que ce soit en équipe ou alors comme pour MDS dans un bivouac. Je pense que c'est ce type de course que j'apprécie beaucoup. J'espère pouvoir le refaire assez souvent. Et l'expérience de course à deux qui était aussi une nouveauté, est-ce que c'est un chouette souvenir? Et puis voilà, quel lien toi tu entretiens avec Alexia depuis? Est-ce que vous êtes encore régulièrement en contact? Oui, c'est un super souvenir. Je crois que c'est la seule fois où finalement où j'ai fait une course comme ça à 2, si je me trompe pas. Avant la Pierra, je connaissais pas forcément Alexia. Voilà, je la trouvais hyper sympa, etc. Mais je la connaissais pas plus que ça parce qu'on avait partagé qu'une seule sortie dans les Calanques de Marseille. Et la Pierra nous a finalement beaucoup rapprochés. Hein. Tu dois savoir ça hein, c'est comme pour le MDS, hein, de suite ça rapproche et quand on a des émotions comme ça crée des liens. Tellement que l'année d'après, j'ai même intégré la même équipe qu'elle, donc l'équipe Simalp qui est Une Alexa belle était équipe, on peut déjà le dire. une belle équipe et Alexa était déjà là-bas depuis de nombreuses années et voilà donc aujourd'hui on est dans la même équipe. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette Pyramenta? Ah, moi c'est les toboggans hein, qui m'ont marqué. Je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé, c'était Ils ont trop bon. marqué tes cuisses aussi et tes fesses, Ah, mais ouais. non, ça va, j'étais pas trop brûlée moi, ça va, D'accord. mais non, c'est vraiment, en fait, je m'y attendais pas du tout non plus. On a commencé à courir, boum, on est tombé sur les fesses et tout le monde a fait pareil. Et plus les gens passaient, plus c'était lisse et plus ça glissait. Non, c'était vraiment trop chouette ça. Et les fous rires qu'on s'est pris à ce moment-là, c'était trop bien. Et cette Pyramenta, c'était aussi voilà, un tremplin pour un grand rendez-vous qui était ton UTMB quasiment 2 mois après. Et puis entre les deux, un passage dans le cadre du trail des passerelles qui était aussi l'occasion de tenter une sélection pour l'équipe de France. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter comment se sont passés ces deux rendez-vous qui ont ensuite animé ton été? Oui, donc finalement, la Pyramida, c'était plus une course de prépa. Et même finalement, les championnats de France, c'était aussi plus une course de prépa pour l'UTMB, qui était mon plus gros objectif de l'année. Ça permettait, bon, pour la Pyramida, de faire pas mal de dénivelé et de faire aussi finalement une course plaisir avant d'attaquer les choses sérieuses. En fait, ouais, je me suis inscrite peut-être un peu plus tard pour les championnats de France, qui se sont bien passé, mais c'était très rapide, très roulant et finalement, j'ai pas été sélectionnée pour l'équipe de France. Hein, j'ai loupé une place et Il du coup prenait que les deux voilà. premières, c'est ça? Ils prenaient que Tu as les fini 2 troisième. premières, ouais. C'est ça, tout à fait.
Mais bon, c'était quand même une très jolie course que je regrette pas d'avoir fait. Et l'UTMB, c'est un bon souvenir? L'UTMB, oui et non. C'était assez dur. Je crois que, hormis la MDS, c'est la deuxième course la plus dure que j'ai faite. Après, je connaissais un peu l'endroit parce que j'avais déjà fait la 6CC, les 90 kilomètres du Mont Blanc, donc c'est toujours aussi magique, hein, l'ambiance. Ça fait pleurer au départ, à l'arrivée, et c'est vraiment quelque chose à vivre. Seulement ce type de distance-là, c'était la plus grande distance que j'avais fait. J'ai peut-être pas géré comme j'aurais dû le gérer. J'avais tellement peur de pas terminer que je me suis arrêtée un peu trop peut-être au ravito et voilà. Et du coup, j'ai perdu pas mal de temps, mais bon, après, bien contente quand même d'être allée au bout et d'avoir obtenu une 6e place pour ce type de course-là. Mais il faudra que je le refasse un jour pour essayer d'optimiser tout ça. Merci beaucoup Marilyn. On va parler un petit peu d'avenir maintenant. Tu as un calendrier 2023 qui est bien garni évidemment. Il y a un départ en Italie qui est prévu dans quelques semaines je crois pour le Lavaredo. Tu pars à la chasse au Rolling Stone ou c'est l'envie de découvrir aussi cette si belle région en Italie, les Dolomites? Non, pas du tout pour les Rolling Stones parce que j'envisage pas de faire l'UTMB cette année. C'est plus pour l'endroit lui-même et parce que des amis m'ont vraiment conseillé de la faire parce que c'était vraiment une très très jolie course dans les Dolomites. Et aussi parce que j'aime beaucoup l'Italie, on y mange bien. Et j'ai vraiment envie de découvrir les Dolomites. Il paraît que c'est magnifique. Ça fait envie, ouais. J'aimerais bien y aller aussi. Tu l'as dit, tu ne vas pas à l'UTMB, mais il y a quand même une TDS au menu de la fin de ton mois d'août. Qu'est-ce qui t'a fait envie sur ce format-là après ta CCC en 2019 et donc l'UTMB en 2021? Tu voulais tester autre chose? Oui, comme j'ai déjà fait la CCC, l'UTMB, je me suis dit pourquoi pas faire la TDS. Un beau petit morceau aussi, la TDS. Un beau petit morceau, voire même peut-être encore plus technique que l'UTMB. C'est ce qui se dit, ouais. Et on m'a dit que c'était encore plus joli, donc voilà pourquoi je me suis inscrite aussi sur la TDS. Est-ce qu'à plus long terme, il y a une course dont tu rêves ou un défi sportif, un off que tu voudrais absolument réaliser? À plus long terme, j'aimerais peut-être, ça commence déjà à me titiller, refaire le MDS peut-être. Déjà au bout de 12 jours, 14 jours. Même si je m'étais dit plus jamais, c'est vraiment la torture finalement, ça me manque déjà. Non, sinon, il y a des tas de courses des courses des États-Unis, il y en a pas mal que j'aimerais faire. Après, pourquoi pas un jour quand même si aujourd'hui je me sens peut-être pas forcément prête, mais faire la diagonale à La Réunion, ça pourrait être un beau défi aussi, oui. Je comprends, ça donne envie. Marilyn, c'est déjà la dernière question de cet épisode et c'est un classique, tu le connais, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui t'est particulièrement chère à partager à nos auditeurs? Oui, bon, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me correspond bien, je pense, et qui correspond à ce que je fais et à mon mode de vie et que j'aimerais partager. Et donc là, on se moque pas, mais vous allez découvrir pourquoi je dis que je suis pas douée en langue vivante. Donc c'est une devise d'Augustin Cadet qui dit Dream your life, live your dream. Donc pour ceux qui n'ont rien compris à mon accent, c'est il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Voilà. Écoute, c'est un classique, mais on l'a jamais entendu dans le podcast, donc merci pour cette belle citation. Marilyn, on se dit au revoir, c'est déjà la fin de cet épisode. Je voulais te remercier d'avoir partagé avec nous cette course emblématique qu'est la Pyramenta dans sa version estivale que j'avais jamais traitée dans le podcast, donc très heureux que, voilà, suite à nos échanges, le choix se soit porté sur cette chouette course. C'est aussi un bon moyen de prolonger nos échanges du bivouac du Marathon des Sables et puis de célébrer ta victoire de prestige sur la course. Je voulais aussi te remercier de ta fidélité à Course Épique puisque je sais que tu es une auditrice régulière du podcast et ça me fait très chaud au cœur. Voilà, c'était un privilège et une chance. Et puis je te souhaite de belles performances à la hauteur de tes espérances là, sur les courses qui arrivent. Je te donne rendez-vous, si tu le veux bien, du côté de Chamonix à la fin du mois d'août pour vivre une belle 20e édition de l'UTMB puisque je serai évidemment là-bas et j'espère bien qu'on aura la chance de s'y croiser. Avec plaisir et merci à toi de m'avoir invité à ce podcast que j'écoute bien souvent. Et voilà, pour te dire que c'est super ce que tu fais et continue comme ça. Merci beaucoup Marilyn, ça me touche beaucoup. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique.
évidemment.